NumPy, Pandas. Et puis, il y a une autre librairie qui est aussi indispensable, que nous appelons Matplotlib. Math veut dire mathématique. Plot veut dire to show, to plot, afficher. Et puis lib veut dire library. Là, on fait import matplotlib.pyplot as plt. Alors, les pyplots, c'est une librairie Python pour faire de la visualisation. Pour faire de la visualisation, et vous pouvez l'utiliser de cette manière ici pour essayer de visualiser les données, manipuler tout ce que vous voulez, et comme vous voulez bien le faire. Vous voulez bien le faire. On ne va pas faire le cours de Python. Python, c'est un langage qui est très, très vaste. Très, très vaste. Si je dois parler de ça aujourd'hui, on risque de ne pas toucher au traitement des données. Je suppose que vous avez déjà fait le cours de Python avec votre cours où vous avez eu à faire l'analyse. Non, moi, je ne commence pas avec vous. Moi, je suis en train de finir avec vous un cours que le professeur a commencé. Son cours s'intitulait comment? C'est programmation avancée avec Python. Ok. Bon, ça va. On ne peut pas débuter Python avec vous en une séance. On ne peut pas débuter Python avec vous en une séance. Ah, c'est fait. C'est compliqué. Alors, nous faisons ceci. Nous faisons ça. Si vous voulez apprendre Python, il y a une série de vidéos que j'avais créées sur YouTube sur l'apprentissage Python, où je donne des notions vraiment basiques de Python. Je pourrais partager les liens comme ça, vous pouvez aller approfondir de vous-même. Mais sinon, ça sera compliqué. Alors, NumPy, ça va nous permettre de manipuler les données, ok, de faire une bonne manipulation des données. Et Pandas, c'est pour faire une bonne gestion des données. Ça facilite vraiment beaucoup de choses pour très bien visualiser les tables de données, parce qu'avec NumPy, les données ça se présente sous forme de listes, mais avec Pandas, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus clair. Et les Matplotlib, ça va nous faciliter en fait de faire de la visualisation des données que nous allons manipuler d'un moment à l'autre. Alors, si je dois faire une petite introduction en Python, il y aura quand même quelques notions que je peux donner ici. La première des choses, c'est quoi? Une variable en Python, ça ne se déclare pas avec un mot-clé. Ça se déclare juste avec le nom de la variable. Quand nous parlons d'une variable en informatique, c'est une case mémoire. OK? L'ordinateur, rappelez-vous, ça c'est des notions vraiment basiques de l'informatique générale que vous avez vu en G1. Les enseignants disaient souvent que l'ordinateur a des mémoires. OK? La mémoire RAM et puis la mémoire ROM. Mais il disait que la RAM, c'est la mémoire vive. Il appelait ça aussi autrement la mémoire de travail ou bien la mémoire volatile. OK? Alors, quand on parle, donc il parle de cause de la ici. Alors, quand nous parlons de la mémoire volatile, est-ce que vous comprenez ça bien? Oui. Ça veut dire quoi? Mémoire volatile. C'est la manière quoi? Oui, volatile, on sait bien que ça va passer.
Qu'est-ce qui se passe? Dans un ordinateur, nous avons les disques. OK? Nous avons les disques durs. Dans notre disque dur, tout ce que nous installons comme programme, tout ce que nous avons comme fichiers sont stockés là, dans les disques durs. Mais une fois que vous allumez votre ordinateur et que vous lancez un programme informatique, vous n'allez pas utiliser ce programme-là à partir des disques durs. Le programme doit se charger au niveau de la RAM. Les programmes quittent ici, ça se charge là. Vous ouvrez un fichier, le fichier quitte ici, ça se charge là. C'est la raison pour laquelle on appelle ça mémoire de travail. OK? Et pourquoi on appelle ça mémoire volatile? À chaque fois que vous éteignez un programme, ou bien vous éteignez votre ordinateur, tout ce que vous avez allumé ici, ça se décharge dans les disques durs. La RAM reste vide. Cette opération-là, ça se passe chaque jour. C'est ça même l'essence de la mémoire volatile, mémoire de travail, mémoire vide. C'est par rapport à ça. OK? Alors, la mémoire, sur le plan logique, la mémoire RAM, ça se présente de cette manière ici. Suivez cette manière. Sur le plan logique. Sur le plan physique, la RAM, c'est pareil. OK? C'est pareil. Mais sur le plan logique, la mémoire RAM se présente sous cette forme. Il y a plusieurs cases. Si je vais enregistrer le nom de notre ami, je dois dire à l'ordinateur, écoute, l'ordinateur, donne-moi une case mémoire. OK? Donne-moi une case mémoire parmi les milliards de mémoires que vous avez. Donne-moi une case mémoire pour mettre le nom de notre ami. Le fait de demander à l'ordinateur de vous donner une case mémoire, c'est ce que nous appelons la déclaration des variables. Quand nous parlons de la variable, une variable, c'est une case mémoire. C'est l'utilisation d'une case mémoire dans la mémoire. OK? Comme l'ordinateur a des millions de cases, pour me retrouver facilement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois nommer cette case ici. Je dis par exemple que A, j'enregistre le nom d'Elphin. Je demande encore la case mémoire B, j'enregistre le nom Daniel. Autant de fois que je vais enregistrer le nom, je dois faire ceci. Demander la case mémoire. C'est ce qui fait que si vous avez un programme qui sollicite beaucoup de cases mémoire, ça se fera que quand vous allez ouvrir un programme, votre machine, le programme va commencer à faire ça. C'est-à-dire qu'il est à la recherche des cases mémoire vides pour se lancer et que le programme puisse fonctionner comme c'est. Et si vous lancez plusieurs programmes et que votre RAM est faible, vous aurez le temps bleu. La capacité d'un ordinateur, ce n'est pas seulement. Je viens là, je dis tout simplement A. Le nom de la case mémoire peut avoir, on peut la nommer comme nous voulons, n'est-ce pas? Vous pouvez donner n'importe quel nom. J'ai dit par exemple A, j'ai dit Delphin. J'ai dit Delphin. Comme ça. Et quand je lui dis A, ou bien je lui dis print A, quand je fais ça, ce sont des chaînes de caractères, ça doit être entre guillemets. Alors, quand je dis A comme ça, il va m'afficher le nom d'Elphin. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aller au niveau de la mémoire A, il va chercher la case mémoire qui porte le nom A. Ça va? Il va trouver dans cette case mémoire-là, il y a quelle valeur? C'est ce qui va me restituer comme valeur. Je pense bien que c'est trop facile. C'est vraiment facile. Alors, quand vous voulez mettre les chaînes de caractères dans une case mémoire, ça doit toujours être mis entre côtes ou bien entre guillemets.
Mais si ce sont des numériques, je suis là, je dis par exemple B, je dis par exemple 5, et puis je peux faire ça. Avec Python, je peux utiliser le mot print pour dire afficher, ou soit je peux omettre ça. J'appelle directement la variable. OK? Et quand je fais ça, ça va m'afficher la valeur 5. Pour le numérique, on ne met pas entre cotes, entre guillemets, mais pour le chef de caractère, on met entre cotes. Ça va? OK. Oui. Vas-y. Très bien. Quand est-ce qu'on met des accolades, quand est-ce qu'on met des parenthèses? Je suis en train de parler de ça. Là, jusqu'à présent, nous avons parlé des chefs de caractère et puis nous avons parlé de numérique. OK? Maintenant, en programmation, il y a ce que nous appelons structure des données. Structure des données, c'est la manière de sauvegarder les données dans une structure. Cette case mémoire, supposons maintenant que je crée une variable que j'appelle étudiant. Cette case mémoire, j'appelle ça étudiant. Ou bien liste étudiant. Dans cette liste, j'aimerais mettre le nom des étudiants X1, XD jusqu'à Xn. La question est de savoir comment cela sera stocké au niveau de l'arbre. OK? C'est la même chose. Ici, la case mémoire va se diviser n fois. Et chacune de valeurs ici sera enregistrée à l'intérieur. Si je vais maintenant afficher la valeur in, je vais dire tout simplement liste étudiant 1. Il va m'afficher la première valeur. Liste étudiant 2, il va m'afficher la deuxième valeur. Liste étudiant 3, liste étudiant n, il va m'afficher nème valeur. OK? On appelle ça structure des données. Parmi les structures de données en Python, nous avons ce que nous appelons les types. Nous avons ce que nous appelons la liste. Nous avons ce que nous appelons dictionnaire. Nous avons ce que nous appelons les ensembles. Ainsi de suite. Et nous allons voir la différence entre les différentes structures de données. OK? Parce que chaque structure de données a des opérations qu'on peut mener là-dessus, qu'on peut faire. Tu ne peux pas faire n'importe quelle opération sur n'importe quelle structure de données. Et ça dépend de la manipulation. Je prends un exemple. Commençons avec les types. Les types, en fait, j'ai dit, j'appelle ça type comme ça. J'ai dit que égal, par exemple, 4, 5, 6, 7. J'enregistre cette structure des données ici. Cette structure des données. Alors, quand je fais ça, je dis type. J'enregistre ça juste de cette manière. Quand je fais ça, regardez ce qu'il va me donner. Il me renvoie des données, mais entre parenthèses. Un tuple se déclare. Bon, un tuple d'abord, c'est une séquence de données, une séquence d'objets fixe et immuable. C'est une séquence de données fixe et immuable, c'est-à-dire non modifiable. Quand je donne de valeurs dans un tuple, même moi-même, je ne peux plus les modifier. Ça reste comme ça. Fixe et immuable, c'est-à-dire non modifiable.
Quand je donne des valeurs, je ne peux pas les modifier. Je ne peux pas les modifier. Ça reste comme ça. À quel moment nous pouvons l'utiliser ça sur le plan pratique? Par exemple, pour des listes électoraux, pour ne pas modifier la liste des élus, ainsi de suite. Alors, le type, ça se déclare entre parenthèses. C'est ça la question des delphins. En quel moment on utilise des parenthèses, des crochets, ainsi de suite. Quand vous voyez les parenthèses, sachez-le bien que c'est un type. Le type ne se modifie pas. Des valeurs restent fixes. Ce n'est pas tout ce qui est comme ça que vous allez appeler liste. Hein, considérez ça sous forme de... que vous puissiez considérer ça comme un vecteur et consort. Non, en Python, les choses sont différentes. Et faites attention avec le type. Nous pouvons aussi avoir des types, par exemple, imbriqués, c'est-à-dire plusieurs types dans des types. J'ai dit par exemple type 2, j'ai dit je fais ça, j'ai dit que j'aimerais avoir ça, voilà, je fais ça. Et quand je fais ça, il me donne les types de types. Donc j'ai une collection de types. OK? C'est bon? J'ai une collection de types. Vous pouvez avoir le type, les couples, les trucs, comme vous voulez. Et les types ici, ça dépend. Ça peut représenter quelque chose. Ça peut représenter une information géographique. Par exemple, j'ai plusieurs points au niveau des trucs et j'aimerais les restituer de cette manière ici. De telle sorte que personne ne puisse modifier cette information-là géographique. Je ne peux pas utiliser une liste parce qu'une liste est modifiable. Une autre personne peut venir toucher sa pièce des informations. Mais si je le déclare comme type, toute opération que la personne va chercher à faire là-dessus, ça ne va pas s'exécuter. Ça va rester comme ça. C'est fixe. Et les types ont des avantages et leurs désavantages. Les avantages, c'est que l'information va être unique, authentique, vraie. Les désavantages, c'est qu'une fois que l'erreur est commise, ça reste. Prenons que ce soit par exemple la liste des élus pour la période des élections, qui viennent de, je ne sais pas moi, l'autre ou bien quoi, on envoie la liste de Kinshasa, à Kinshasa. Généralement, à la CENI, les gens modifient des... Bon, c'est qu'on a toujours entendu. Les gens modifient. On déclare ça sous forme de type, même les présidents de la CENI ne peuvent pas le modifier. Maintenant, le risque, c'est que si moi, là-bas, je commets déjà l'erreur, ça reste. Au moins que je dois tout écraser et les prendre. Pardon? Ça, les avantages et les désavantages. S'ils utilisent ça, ça sera leur avantage ou bien leur désavantage. Alors. Exactement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Non, le problème c'est que les fonctions publiques déjà utilisent Excel. Tout est mis en place pour que les choses ne marchent pas bien dans ce pays. C'est un système qui est maintenu. Alors, c'est un peu de cette manière ici. Le type, là, vous pouvez aussi l'utiliser pour le chaîne de caractères. Vous pouvez aussi l'utiliser pour une chaîne de caractères. J'ai dit, par exemple, type 3, j'ai dit type là, j'ai dit pêche, comme ça. Et quand j'ai dit type 3, ça me fait ça. Il prend les chaînes de caractères, il récupère chaque caractère
de manière séparée. Cette approche ici est beaucoup utilisée pour ceux-là qui font un peu de la piraterie, pour récupérer les mots de passe quand la personne est en train de saisir. Il y a beaucoup. Chaque fonction, les types, là, ça n'existe qu'en Python. Dans d'autres langages de programmation, ça n'existe pas. C'est une exclusivité de Python. Et c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Alors, quand je suis là, par exemple, je dis par exemple que type 3, je dis 3 par exemple. 3, regardez, il me renvoie c'est. Comme je vous ai dit que dans cette case, il suffit juste de dire liste 1, liste 2, pour qu'il puisse me récupérer le deuxième élément au troisième élément. Donc quand je dis type 3, ça commence toujours à 0, 0, 1, 2, 3. Il me récupère le troisième élément. Ça va? Cette structure de données, c'est très important. C'est très important de le manipuler et nous pouvons aussi faire l'implication de plusieurs types de données dans un type. Avoir les chaînes de caractères, des booléens, des numériques au même moment. Type 4, j'ai dit Daniel, j'ai fait ça. Et puis je viens là, j'ai dit par exemple, true, voilà. Et puis j'ai dit type 4, comme ça. Il me renvoie vraiment des valeurs comme ça, où je mélange plusieurs valeurs. Regardez, maintenant, j'aimerais faire ceci. J'ai dit, j'aimerais modifier les trous en false. True, c'est quantième élément? Deuxième élément. Merci beaucoup. J'ai dit type faux. Type faux. Il suffit de faire ça. J'ai dit false. C'est false, c'est booléen, pas en chaîne de caractères. Quand j'ai fait ça, on me dit error. Type object does not support item assignment. C'est-à-dire, ça ne supporte pas l'attribution d'une nouvelle valeur. Ça ne se modifie pas. Une fois que j'ai créé, ça reste. Si je vais modifier, je dois partir au niveau de la création, changer des valeurs là-bas. Et ça, des avantages et les désavantages, je peux ajouter quand même un autre élément dans cette liste-là, mais je ne peux pas modifier ce qui existe. OK? C'est différent. Je peux ajouter un élément, mais par exemple, je suis là, j'ai dit type faux, j'ai dit, je vais rajouter une valeur dans ce qui est numérique. Je sais déjà que c'est l'élément 1. L'élément 1, j'ai dit que tu vas prendre la valeur. Non, je lui dis append. Append, ajoute-moi la valeur par exemple 26, 36. Et quand je vais afficher maintenant type faux, ça me donne ceci. Voilà. Donc, là où il y avait des éléments, j'ai maintenant 3 éléments. La fonction append veut dire ajoute, add. OK? Est-ce que c'est bon? Vous êtes sûr que c'est bon? Ça ne va pas?
suis trop rapide? C'est un tuple, oui. Je peux ajouter des valeurs, mais je ne peux pas modifier des valeurs existantes. Non. On ne peut qu'ajouter. Tu ne peux pas modifier, tu ne peux pas retrancher, mais tu ne peux qu'ajouter. Alors, ça c'est... Est-ce que c'est bon? Ok. Ici, on voulait modifier. Le type 4 est là. Daniel, 4, 6, et puis true. True, c'est une valeur qui est comment? De quel type? Boolean. Alors, moi, je voulais maintenant modifier les trucs pour que ça devienne false. Je lui dis que non, pas modifier moi ça. Il me dit non. Tu ne peux pas me modifier. Tu ne peux pas me modifier parce que moi, je ne suis pas correct. Ah, c'était le deuxième élément. Moi, tu ne peux pas me modifier. Tu ne peux pas me modifier. Je dois rester comme ça. C'est ça, moi, type. Mais append, ça permet d'ajouter maintenant un élément nouveau sur les types. Sur les types. Alors, il y a plusieurs notions là. Si je dois prendre liste, dictionnaire, ensemble, ça sera compliqué. S'il vous plaît, je vous invite de suivre des vidéos. Je vous partagerai peut-être des vidéos et puis quelques PDF nécessaires pour apprendre cette notion. Mais dans ce que vous êtes en train de faire, je vous conseillerais vivement de maîtriser Python. Maîtrisez ça. Si vous voulez faire vraiment de bonnes choses, maîtrisez ça. Parce que c'est très important. Alors, nous allons maintenant commencer par l'analyse des données. Avec les cours que vous avez fait d'avant, vous avez quand même eu à faire l'importation des données, n'est-ce pas? Vous avez importé les données avec Python, n'est-ce pas? Vous avez importé quel type de données? CSV, d'accord. Donc, vous avez utilisé Pandas. Ok. Alors, nous allons faire la même chose pour importer les données avec CSV. Il y a plusieurs types de données que nous pouvons importer. Plusieurs, beaucoup trop. Vous allez les faire. Vous allez les faire plus tard. Manipulation. Alors, nous allons maintenant importer les données. Nous commençons avec les EX1. J'aimerais que nous puissions aller directement en manipulant les données. Importez-moi les EX1 avec Pandas. Je sais bien que tout le monde sait déjà comment importer les données. Faites-les s'il vous plaît. df égale pd.read csv. Et puis, vous mettez le chemin de vos données entre crochets. Est-ce que tout le monde est en train de travailler?
n'avez pas encore copié les données? Alors, en attendant, je vais vous montrer, quand vous travaillez avec Colab, comment est-ce que vous pouvez maintenant importer vos données. Ça va? Parce qu'en local, c'est facile, vous copiez juste les liens. Mais quand vous êtes en ligne, ça ne va pas passer. Les données, vos données doivent se trouver dans votre Google Drive. Dans votre Google Drive, vous devez copier vos données à l'intérieur. Vous devez copier vos données. Je prends... j'ai un dossier ici. Je suis en train de copier, de mettre les dossiers dans Drive. Le temps que tout le monde puisse copier les données que je vous ai partagées. Voilà, mon dossier est bel et bien copié dans Drive. Quand je viens ici, pour maintenant établir le pont entre mon Google Colab et mon Drive, je clique là. Je clique ici, je clique sur Installer Google Drive. Installation, se connecter à Google Drive, j'accepte. Ça va se connecter. Voilà. Mon Drive, si vous regardez, ça vient de s'ajouter là. C'est-à-dire la connexion était bien établie. Quand je clique ici, j'ai la possibilité de voir tous mes fichiers. Je dis bien tout. Tout ce qui se trouve dans mon Google Drive, je peux le voir à partir de là. Exécution déconnectée, pourquoi? Il y a un problème de connexion. Attendez que je change aussi. C'est bon, vous avez copié les données? Oui. Alors, importez-moi les données, s'il vous plaît. Qui a déjà importé? Et X. Super. Qui encore? Déjà? C'est bon? C'est bon? Exécute. Je vois. Tu mets pas, tu mets EX1.csv à la fin. Ça, à l'intérieur, après le paiement, EX, barre, et le nom du fichier .csv. .csv. Ah, vous avez bien. Oui, à l'intérieur de votre fichier. Les trucs, ça doit ajuster, c'est bon. D'accord, c'est bon? Ok.
C'est bon pour tout le monde. Je vais parler. Ça, c'est correct. On te dit, name is not defined. Égal. IF égal. Si vous recevez de R, les DF is not defined, c'est-à-dire que il ne porte pas, ce n'est pas exécuté. Vous devez juste Ici, ça ne marche pas. Alors, vas-y en ligne. Hein, tu lances quoi? Anaconda. Ne lancez pas Anaconda dans son intégralité. Tu as redémarré la machine. Oh. Oui. Chaque fois, une pause linéaire de 12h à 13h. Ouais. Pendant la pause, Pas de souci. Pas de souci. Alors, c'est bon? Ok. Top trick.
Tes codes ne passent pas. Ici, ça passe, non? Oui, mais non. Non, si tu veux créer un nouveau, tu dois venir là. Ouais, plutôt. Ouais. Ah, bon, tu as déjà l'autre. Voilà. S'il vous plaît, avant la pause, j'aimerais montrer ces notions ici, comme ça nous allons aller en pause. Vous travaillez en local, mais je suis en train de montrer directement la possibilité comment est-ce que vous pouvez aussi travailler en ligne. Donc, je disais que la première des choses, vous devez copier les dossiers de vos data dans votre Google Drive, ok? Une fois que vous êtes là, voilà, mon drive est là. Je peux cliquer, on me dit My Drive, je clique là. Je clique là. Voilà, j'ai un dossier que je viens de télécharger, qui est là. Nous utilisons exe.csv. Je clique sur les 3 points, on me dit copier. Ça, c'est 2. Je clique sur les 3 points, on me dit copier le chemin d'accès. Je copie ça, j'amène ça là. Juste. Il me vient comme ça. Donc, si vous mettez les chemins comme vous avez l'habitude de copier en local, ça ne va pas passer. Il va vous dire que non, les données sont introuvables. Quand vous travaillez sur Colab, les données doivent se trouver dans votre Google Colab. OK? Mais quand vous êtes en local, là, vous précisez maintenant les chemins comme vous venez de les faire. Alors, quand je fais ça, je peux voir maintenant que mon DF contient maintenant les données telles que ça s'affiche exactement chez vous. Je pense bien que tout le monde, oui. Ah, très bien. Je vous ai parlé de GCP et AWS, Azure, et ainsi de suite. En réalité, bon, parlons-en quand même. En informatique, vous avez déjà entendu parler de l'informatique dans les nuages, oui, dans les clouds. Les clouds nous donnent 3 services. Vous n'avez déjà, madame, toi, tu n'as jamais entendu parler? Non? Seulement quand j'ai parlé de ça ici. Ok. Il y a ce que nous appelons l'informatique dans les nuages. On appelle ça les cloud computing. Et je n'aime pas la traduction parce que ce n'est pas vraiment correct. Les cloud computing. Dans les clouds, l'idée de base, c'est quoi? C'est que dans l'avenir, nos machines n'auront plus de disques durs. On ne sera plus à mesure de stocker les données localement. Tout sera stocké en ligne. Alors, on va commencer à fabriquer des ordinateurs, mais chacun de nous doit avoir un compte et tout ce que tu fais, tu le fais en ligne. Et c'est ça la pensée. Maintenant, pour le faire en ligne, c'est qu'il faut que le fournisseur des machines puisse être là. Et parmi nous, nous avons aujourd'hui tant de fournisseurs des services cloud. Cette partie-là de l'informatique, où on stocke les données en ligne, on fait travailler tout en ligne, c'est ce que nous appelons les cloud computing, l'informatique dans les nuages. Le problème, c'est que on n'a pas besoin de connaître la machine dans laquelle je stocke mes données se trouve où physiquement. Nous, on fait confiance. C'est comme nous voyons en titre. Pardon? C'est ça le problème. Ce sont des machines à très grande capacité, ce n'est pas une personne qui les contrôle. Ce sont des institutions. Sur le plan sécuritaire, dans les clouds, vous êtes plus en sécurité que quand vous travaillez en local. À chaque fois que vous connectez sur Internet. Mais qui va accéder? Qui va accéder? D'abord, toi, là, qu'est-ce que tu as caché?
Non, les sexes ne sont plus à cacher. Le problème, c'est que ce sont les entreprises qui doivent garder les informations, conserver leurs informations. Alors, j'ai parlé que nous avons des services cloud. Tout provider cloud, il donne des services, il donne 3 types de services. Nous avons ce que nous appelons les SaaS. Nous avons ce que nous appelons les PaaS. Et puis les IaaS. Ça veut dire software, PaaS et services. Plateforme as a service et puis infrastructure as a service. Alors, c'est quoi la différence? Software as a service, c'est vraiment les providers vous donnent les logiciels comme service. Ce sont les logiciels les plus utilisés que nous utilisons. Entre autres, votre service Gmail. C'est ça, c'est un service cloud. Facebook, YouTube, ce sont des services cloud. Vous stockez, vous postez tout sur Facebook, mais vous ne vous posez jamais la question où partent vos données, vos photos. Vous vous déconnectez avec l'ordinateur ici, vous vous connectez chez moi, vous avez les mêmes photos. Les deux photos là sont stockées. C'est stocké quelque part. Comme c'est stocké là où vous ne voyez pas, c'est la raison pour laquelle on parle des nuages. Alors, à part le software, il y a maintenant des plateformes as a service. Des plateformes, là, ce n'est pas seulement poster, envoyer des messages, mais aller travailler. On vous donne les services de travail. Entre autres, Collab, c'est un service cloud, plateforme as a service. L'exemple Collab, l'exemple Cheetah, l'exemple Kaggle, il y en a beaucoup de plateformes. Et troisième infrastructure à service, c'est que dans une entreprise, nous pouvons avoir un réseau, ok, avec les départements, que le directeur a le droit de voir des informations qu'un agent ne peut pas voir, qu'un chef de service ne peut pas voir, ok. Vous avez vraiment un réseau d'entreprise. Avec le troisième service, c'est qu'on fait migrer la logique de l'entreprise vers les clouds. Je dis ceci, tu viens, donc la première des choses, tu as déjà monté les trucs? Ok. Si tu as monté, tu dois retrouver My Drive, tu dois retrouver les dossiers de tes données. Tu es déjà là? D'accord. Si tu es là, par exemple chez moi, mon dossier est là et mes données sont là. Je clique ici sur les 3 points. Je dis copier les chemins d'accès. Et puis je remplace. Voilà. Donc c'est un peu ça. Les trucs, la donnée c'est le pétrole du 21e siècle. C'est en RDC que nous négligeons ça, malheureusement. Non, ça c'est un élément très important. J'ai animé une conférence au Parlement d'ailleurs. C'était au mois de février. Je les ai dit qu'à la mesure du possible, vous devez initier une loi qui impose aux entreprises de disponibiliser leurs données pour les chercheurs scientifiques congolais. Ailleurs, les données sont là. Les données américaines, canadiens, les Italiens, la France. Les données sont là en ligne. Tu verras même les données du gouvernement. Ils ont juste essayé d'anonymiser et puis ils mettent les données à la disposition des chercheurs. Ici, tu pars demander les données, on te refuse. J'étais à HC pour demander des clichés. On me dit par cliché $50. Et je suis obligé d'aller travailler avec le cliché d'ailleurs. Et cette solution-là, ça sera une solution adaptée à d'autres personnes et pas chez nous. Et du coup, on doit appliquer cette politique-là parce que d'abord, il n'y a pas d'argent pour la recherche. Je venais de publier un article là, dans le cadre d'un projet là. On soumet l'article est accepté. Malheureusement, pour payer, c'est $3800.
3800 dollars. Et j'ai soumis la requête au bailleur de fonds. Ils me disent que non, dans les budgets, ce n'était pas répertorié la partie paiement des articles. Et je viens à l'université, on me répond négativement, malgré que les links, les mails de l'université est là, qui n'ont pas d'argent. Alors, je suis obligé maintenant d'écrire au journal pour leur dire que non, je n'ai pas d'argent, c'est que je disponibilise, ce n'est que 500 dollars que je peux payer. Et j'attends encore jusqu'à présent, ma requête est encore en traitement, de quitter de 3800 à 500 dollars. Je ne sais pas s'ils vont accepter ou pas. Alors, nous prenons la pause. Le CP m'a dit que nous reprenons à 13h. Quelle 13h20? On a donné la pause depuis 13h juste. C'est vous qui posez les questions. Hein? J'avais dit à votre CP que c'est la pause. Il m'avait dit que c'est lui-même qui va communiquer.